On ne peut aller contre son destin. Ma vie n'a été que lutte contre les ombres qui ont jalonné mon enfance. Lutte toujours plus exigeante pour atteindre mon idéal. Peindre au plus près de la vérité, montrer des passions et des sentiments plutôt que de la couleur locale, bien inutile à côté de ce qui touche l'âme. Dans les pays où j'ai vécu, j'ai eu des moments d'exaltation, des moments terribles aussi, de doute, de découragement, de solitude. Je ne regrette rien. Aujourd'hui, je le sais. L'art vaut plus que la vie. Je suis né à la fin de l'été, le 30 août 1869, rue Gindre, dans le 6e arrondissement de Paris. La rue s'appelle désormais rue Madame et la porte du numéro 3 a été murée. Étrangement, ce numéro existe encore sur la façade. Que dire de mon enfance? Très tôt, elle a été rythmée par la mort. Déjà avant ma naissance, ma sœur aînée disparaît à l'âge d'1 an. À 2 ans, je perds mon père. Je reste seul avec ma mère. C'est une taiseuse. Me prendre dans ses bras ou me raconter des histoires ne fait pas partie de ses habitudes. Meurtrie par ses deuils, sans doute, elle me semble toujours être enfermée dans une tour. Pour m'évader, je lis et je dessine. Dès que je peux aussi, je m'échappe dans la rue. J'adore la place Saint-Sulpice et surtout son église où j'ai été baptisé. Mon grand-père maternel m'a raconté l'histoire du vieux Delacroix, peinant à achever les fresques de la chapelle des Saints-Anges. J'entre souvent dans la chapelle obscure pour regarder le combat de Jacob avec l'ange. À chaque fois, ma gorge se noue. Je le sens déjà, vivre c'est lutter. Je passe également de longues heures dans la boutique d'antiquité de mon oncle Henri-Auguste Bérard, au 51 de la rue Saint-Placide. Son fils unique, Henri, a 10 ans de moins que moi et je l'aime comme un frère. À 15 ans, j'entre dans l'atelier du sculpteur italien Filippo Colarossi, rue de la Grande Chaumière. Une école privée réputée où, quelques années avant moi, Gauguin a pris des cours. Cette école me donne des ailes. Je me sens écouté, compris, libre. L'enseignement de mon maître Raphaël Collin, chez Colarossi, a dû m'être profitable. À 18 ans, je suis admis aux Beaux-Arts dans l'atelier d'Alexandre Cabanel, le peintre académique favori de Napoléon III, alors au fait de sa gloire. Je travaille dur et j'accumule prix et mentions. Mais je reste à l'écart de la vie de l'école. M'intégrer dans un groupe n'a jamais été mon fort. Mon premier atelier, impasse du Maine, côtoie celui du sculpteur Antoine Bourdelle. J'y travaille avec fougue. Un bon moyen de chasser mes idées noires. Depuis mon enfance, elles ne me quittent pas. En 1890, 2 de mes premiers tableaux sont achetés par le musée de Tulle. Un succès. La même année, mes toiles présentées au Salon des artistes français et à l'exposition de Versailles font l'objet de critiques honorables. Peut-être est-ce la découverte précoce de Delacroix à Saint-Sulpice ou les livres de voyage que j'ai dévorés toute ma jeunesse. J'ai toujours rêvé d'Orient. À l'été 1892, grâce à la vente de petites toiles, je m'embarque pour le Maroc. J'y découvre la lumière du Sud, une révélation. Je décide de devenir orientaliste. Ma rencontre avec le peintre Étienne Dinet a également joué dans cette décision. Nous avons les mêmes goûts, la même réserve pour la peinture académique, un même enthousiasme pour une peinture authentique plutôt que pittoresque. Avec Léonce Bénédicte, le président du musée du Luxembourg, Dinet est un ami fidèle. Chaque été, à partir de 1892, je traverse la Méditerranée, revenant à chaque fois moins longtemps en France. Rester dans mon atelier parisien à peindre des portraits de bourgeois devient insupportable. Après le Maroc et la Tunisie, je découvre l'Algérie. Dinet m'avait parlé avec enthousiasme de Boussaada,
une oasis perdue aux portes du désert. Je m'y installe en 1895 sans savoir que je vais y rester près de 4 ans. Je n'ai alors plus qu'une obsession, peindre au plus près de la vérité la vie quotidienne des populations avec lesquelles je partage l'existence. Quand je pose mes pinceaux, je prends mon précieux appareil photo. Je sais que jamais une photo ne pourra offrir une couleur vraie, chaude, lumineuse, comme seule la peinture peut le faire. Mais c'est un moyen supplémentaire de raconter ce que je vis. Puis j'aime choisir le sujet, l'éclairage, la composition. Le soir, pourtant, l'éloignement et la solitude me pèsent. Pour l'oublier, j'écris. À mon oncle d'abord, puis à sa mort en 1896, à Henri. Mon fidèle cousin va très vite devenir mon unique lien avec Paris et le monde de l'art. Mars 1896. Bousaada. Mon cher oncle, j'ai envoyé un petit tableau au salon. Il s'appelle « Le soir sous les balcons d'El Ramlaya ». J'en suis satisfait et heureux de savoir que tu as trouvé dans cette toile beaucoup de progrès. Il résume bien le grouillement des bédouins dans le jour déclinant. Si elle obtient un prix, je reviendrai à Paris voir Sabinette sur une cimaise. Pourtant, je ne rêve que d'une chose, rester ici à travailler à des sujets qui m'intéressent. En ce moment, j'ai en train un assez grand tableau de laveuse arabe dans la rivière en plein soleil de midi, qui écrase les ombres. J'en suis pour l'instant satisfait. Je travaille aussi à une fileuse arabe. Et un autre tableau qui va sans doute s'appeler « Les noces d'Aïcha ». Pour le coin, le cadre, c'est la maison où j'habite, et pour le reste, un mariage juif auquel j'ai assisté m'a fourni l'esquisse. Le cadre était étonnant. Des tapis de couleurs éclatantes pendaient des terrasses pour la circonstance, et dans la fumée des coups de fusil, les danseuses allaient piétinant dans le groupe des femmes voilées. Qu'en dites-vous? Le sujet est-il beau? Qu'en sortira-t-il? Néant peut-être. Mektoub Rabi, c'est écrit par Dieu, disent les Arabes. Je m'amuse aussi à reproduire le portrait d'Aïcha, la fille du cafetier de Bousaada, celle que je surnomme la rieuse. Elle a beaucoup de succès. Et puis aussi une Ouled Naïl, Yasmine, qui te plaira bien. Sinon, je ne quitte guère mon appareil photographique. Je fixe les scènes de rue ou de désert. Parfois, certains clichés me servent dans l'élaboration de mes toiles. Août 1896. Nous avons eu un temps terrible. Le mois de juillet a été en entier à ne pas sortir dehors. Le sirocco, le vent du sud, a soufflé sans discontinuer. Il me faut donc attendre une saison plus clémente pour ma toile du salon. Moi, je ne quitterai Bousaada que lorsque j'aurai de quoi devenir quelqu'un, et surtout une fois mes toiles du salon terminées. Il y a ici une petite communauté d'Européens. Je suis aimable avec tout le monde, mais je ne me lie avec personne. En 1896, je reçois une médaille au Salon des artistes français, puis une autre en 1897. La même année, l'État m'achète dans la rue à Bousaada. Je me sens pourtant découragé, au point de ne plus arriver à peindre. C'est un long calvaire à parcourir que la vie d'artiste. Tout est si compliqué, si dur. Après un mois à rester allongé sur mon lit, la tête vide, je rentre à Paris. Mais Paris me semble une geôle. Dès lors qu'on l'a goûté, comment se passer de l'enivrement du voyage où tout s'oublie sauf le moment présent? Très vite, j'ai la nostalgie du soleil et de ma vie de liberté. La lecture du Voyage en Orient de Nerval m'avait enthousiasmé. Je m'embarque pour l'Égypte. Le Caire, septembre 1898. Mon bon Henri, l'Égypte m'inspire.
Le pays est plein de ressources pour faire de la peinture en toute liberté, et ce qui ne gâte rien, il y a moyen de vendre beaucoup avec toute la société européenne qui y vit. Mais surtout, la lumière y est d'une beauté jamais vue ailleurs. Pour comprendre l'Égypte, il faut y vivre, y rester longtemps. La première impression est néfaste. Ensuite, le pays vous retient. Celui qui a bu l'eau du Nil veut en reboire, dit le proverbe. Septembre 1899. J'habite une délicieuse maison ancienne à Moucharabieh, en plein bazar, dans le quartier le plus musulman du Caire. Mon atelier est éclairé d'arabesques comme la chambre de Scheherazade. Je travaille comme un acharné et sinon je me promène dans la ville, en chaussons arabes et chemise de nuit, tant je m'y sens bien. Le soir, je lis tout ce que comporte ma bibliothèque de voyage. D'abord Loti. Tout ce qu'il a écrit sur l'islam est merveilleux. Le tableau que je suis en train d'achever, La porte miraculeuse, me plaît assez. Il donne bien une idée du Caire et j'en suis content. Je vais les flanquer tous par terre l'an prochain à Paris. Je crois que j'aurai avec ce tableau le succès de Jérôme avec sa muraille des lamentations. Merci enfin, mon bon Henri, pour tous tes envois, les mandats, le matériel, les livres. Et dis bien à ma mère combien je sais tous les sacrifices qu'elle fait pour son fils, perdu dans les mirages de l'Orient. Tu te piques d'écrire un poème. Je t'avoue que je n'aime pas trop les vers. Je préfère la belle prose poétique. Cela me fait rigoler de me représenter l'effort de l'écrivain pour faire rimer amour avec tambour. Si tu veux un seul conseil, invente. Je te livre encore un principe absolu de toute bonne composition, qu'elle soit littéraire ou picturale. Il ne faut pas pouvoir retrancher ni ajouter la moindre chose sans nuire au sujet. L'art, comme le dieu des Juifs, se repaît d'Holocauste, disait Flaubert. Enfin, cherche dès les premiers jets à représenter le sujet d'une façon neuve et surtout à mettre de l'unité. Soigne l'idée avant la forme. Vois grand et évite le petit détail pittoresque de pacotille. Dans une œuvre d'art, souviens-toi de cela. Avant le ficelage, il faut voir avant tout le style, l'idée, le charme. À la fin de l'année 1902, je n'ai plus supporté cette bonne société kérote. Ces cancans et toute cette vie coloniale qui me détournaient de mon inspiration. En Orient, je n'aime que le pauvre air. Et tout ce qui porte tarbouche et cravate écossaise me dégoûte. J'ai l'horreur du monde. Comme il est dommage que je sois obligé de frayer avec lui pour vendre mes toiles. Pendant plusieurs mois, j'erre en Espagne. Barcelone, Saragosse, Madrid, Tolède, Séville. Puis Tanger, Tunis et de nouveau l'Espagne et Marseille. Je n'ai plus goût à peindre et finalement je m'enferme à Marseille dans un petit hôtel près de la gare. Mon cousin Henri alerte Étienne Dinet sur mon état et me fait revenir à Paris. Je m'en sors. Il ne me faut que quelques mois pour me requinquer. En 1905, je prends de nouveau le bateau, mais pour les Indes cette fois. Ceylan, Pondichéry, Delhi, puis Agra où je m'installe dans une ancienne usine de cuir près du Taj Mahal. Je n'ai jamais été aussi heureux que ces 2 années-là au bord de la Djemna, la rivière qui longe le Taj, dans la solitude et la contemplation. J'y vis comme un reclus, un yogi, mais avec un idéal. On ne s'ennuie jamais. Il y a là ce que j'aime le plus, le mystère. Je ne me suis pas trompé en choisissant l'Inde.
Septembre 1905. Mon fidèle Henri. Je suis depuis 15 jours à Agra et j'ai déjà 7 toiles très avancées. C'est te dire combien le pays m'a emballé dès le premier jour. J'ai loué, par la volonté ou la baguette magique d'une fée, un petit bungalow en face du Taj, balcons et miradors sur la Jemna River. Et cela dans un jardin enchanté peuplé de pans qui viennent me manger dans la main. À l'heure de la sieste, je m'amuse à canarder les alligators qui bâillent au soleil sur l'autre rive. Je travaille en ce moment à un tableau que j'ai baptisé « Splendeur, jardin du Taj Mahal ». Le soleil, la solitude, le silence de la méridienne, c'est une chose poétique et que l'ébauche rend assez bien. L'immensité des paysages qui m'entourent m'inspire et j'essaie de capturer autant par mes toiles que par mes clichés ces scènes de rue qui pourraient parfois t'effrayer. Toi, mon cher Parisien. Mon désir le plus cher, réussir à reproduire l'âme de ce pays, sa poésie et surtout son mystère. Sans avoir la prétention d'arriver, si j'arrive à montrer un jour une vision personnelle de la mystérieuse âme orientale, au moins personne ne dira que c'est parce que j'ai un député dans ma manche, un maître influent. Et je pourrais, tel Cyrano, me dire, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Bénarès, mars 1907. Je ne te parle pas de Bénarès. Cela m'entraînerait trop loin. Sache seulement que j'en suis absolument abruti, idiot. Assommé d'admiration, les nerfs démolis. Il n'y a pas de mot capable d'expliquer cela et aussi je renonce. Mieux qu'Agra? Non, non, pas mieux. Autre chose, tout autre chose. Mais il y a le Gange, Et puis il y a là une lumière si fine et si colorée que cela est indicible. Delhi, juillet 1907. Je suis logé juste en face de la grande mosquée réputée comme la plus belle d'Asie. Elle est spectaculaire et en vaut la peine. J'ai un magnifique sujet dans la tête pour le salon. Les mendiants sur l'escalier de la mosquée. En 1907 et 1908, la quasi-totalité de mes tableaux indiens représentés dans les expositions parisiennes est achetée par des amateurs. Le succès est là. Je suis devenu le peintre de l'Inde. Après un court séjour à Paris et un petit crochet à Venise et à Constantinople, où je peins quelques pochades, je retourne en Inde, du sud cette fois, en 1908. Je n'avais jamais oublié l'impression que m'avait faite, lors de mon premier passage, la ville de Mathura, capitale du pays tamoul et haut lieu de l'hindouisme. Et surtout, le temple de la déesse Meenakshi, sensation vertigineuse, monde sauvage, grouillant, incompréhensible pour l'œil occidental, d'une ferveur intense et d'une beauté absolue. Je peux pénétrer dans ce sanctuaire interdit aux non-hindous. Je découvre alors, au cœur même du temple, le bassin du lys d'or. Une merveille avec son pavillon de marbre blanc ciselé à la manière d'un moucharabier. Je commence un tableau que je baptise « Le bain des Brahmines ». Pendant près d'1 an, j'y consacre toutes mes forces, toute mon énergie. J'en étais sûr. Ce tableau allait être honoré d'une médaille au Salon des Orientalistes de 1910. Récompense ultime de mon talent. Avec ce tableau, j'arrive exactement à ce que je veux. Il y a là les couleurs de l'Inde, sa grâce, son mystère. Et tout ce travail malgré l'hiver. Il fait ici une chaleur effroyable dans la journée. Et malgré le choléra qui sévit en ville. Le jour, je travaille dans le temple, à mon tableau sur les brahmines, et le soir, je rentre éreinté.
Et je vais faire une merveille. J'ai désormais de l'argent grâce aux nombreuses ventes, la reconnaissance critique, des projets en pagaille. Je suis devenu célèbre. Mais mon bain des Brahmines, exposé au salon de 1910, malgré des articles enthousiastes, n'a reçu aucune récompense. La fin de cette œuvre m'avait épuisé. Je me suis senti oublié, incompris, perdu, dépossédé de tout ce qui était moi-même dans ce tableau, dans lequel j'avais mis toutes mes espérances. Toute ma vie, j'ai cherché le beau et le vrai. J'ai peint selon mon cœur, seul moyen de parler à la passion de quelques-uns. La fatalité m'a rattrapé. Je n'ai plus désiré que le silence. Comment créer alors que les ombres prennent le pas sur la lumière? Au matin du 12 septembre 1910, Georges Guesté est retrouvé dans son atelier de Maduraille, inerte, au milieu de ses toiles pour la plupart inachevées. Il ne verra pas la foule admirative se presser devant ses tableaux au Grand Palais en 1911 puis en 1913, lors des 2 rétrospectives qui lui seront consacrées. Il ne lira pas les articles louant ses talents de portraitiste et son don pour saisir les subtiles lumières des pays de poussière et de sable. Il n'admirera pas son bain des Brahmines sur les cimaises du musée du Luxembourg, l'actuel musée d'Orsay. 100 ans plus tard, la grâce frêle des petites Brahmines, ses portraits au regard intense, ses photos vibrantes et sensibles révèlent un talent fort, singulier, qui nous parle d'émotion, de solitude, de la douleur d'être. Des œuvres comme des histoires, comme notre histoire.